Il est 21h03 à Kong et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir chez vous. Éliminatoire Cannes 2023, les choses se sont très bien déroulées pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Le thème de ce numéro 15, Jean-Louis Gasset, premier test réussi. Tchétché Magoula Diop, bonsoir à vous messieurs et merci d'être sur ce plateau. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Sébastien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci bien. Kadegui Lavogui, Serge Dakouri, bonsoir également à vous, messieurs. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Sébastien. Merci d'être avec nous. Alors, on va commencer tout de suite. Hein. Monsieur Tchétché, vous avez très bien suivi cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Zambie. On peut dire hein, que les éléphants commencent très bien ces éliminatoires. Oui, les éléphants commencent très très bien. Ils ont fini par une victoire 3-1. C'est un match qui nous a montré beaucoup de qualité de la part des Ivoiriens. Jamais de mémoire de consultant, je n'avais vu une équipe de l'Afrique, une équipe de l'équipe nationale, une équipe des éléphants aussi calme sur le terrain avec le ballon. Jamais je n'avais vu ça. On peut se rappeler de la période de Kasperzak. Au moment de Kasperzak, oui, en 1994, il y avait ce style de jeu où les éléphants ne tremblaient pas quand ils ont le ballon. On aura certainement, beaucoup de gens vont se rappeler, mais en phase de possession, les éléphants gardaient le ballon sans se débattre. Ils cherchaient la profondeur, après avoir fixé les adversaires, ils cherchaient la profondeur où ils amenaient le ballon sur le côté droit, donc dans un déplacement de jeu à droite ou à gauche, où il y avait Max Gradel et l'autre côté... Boga Jérémy. Boga Jérémy. Au milieu de terrain, si vous avez la possibilité de demander à Seri Jean-Michel, il vous dira certainement que c'est l'un de ses meilleurs matchs, l'un des matchs où il s'est jamais senti à l'aise comme il a été le week-end, la semaine dernière. Donc voilà, en gros, c'est une équipe de la Côte d'Ivoire qui nous a fait plaisir, une équipe qu'on avait du plaisir à regarder, qui ne s'embrouillait pas, qui était très calme dans les sorties de balles. Mais malheureusement, à la perte du ballon, les marquages n'étaient pas sûrs. Et quand vous ne marquez pas votre adversaire de près, vous donnez la possibilité à l'adversaire de chercher des appuis, chercher la profondeur et vous créez le danger. D'accord. Alors, Serge Dakouri, comment vous avez trouvé cette première sortie de Jean-Louis Gasset? Ben écoutez, moi je reste prudent. Je reste prudent. Oui. À l'inverse de mon frère Tchétché, je reste prudent. C'est sûr que nous sommes tombés sur une équipe zambienne quelque peu naïve, avec une équipe des éléphants à deux visages. Une première mi-temps où certes elle avait la possession. La seule occasion notable était le shoot de Mas Gradel sur le poteau. C'est vrai que nous avons eu un 4-4-2 inhabituel parce que ce n'est pas le jeu pratiqué par les éléphants. Jean-Louis Gasset, par sagesse et par prudence, a opté pour un 4-4-2. C'est une technique en losange pour être assuré avec 4 défenseurs quand on n'a pas le temps matériel de préparer une équipe. Il a été prudent. C'était un 4-4-2 avec 2 pointes qui n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Jamais, de mémoire, quand vous regardez une sélection ivoirienne, Kofi Christian n'était associé à Haller. Fait inhabituel, c'est la titularisation de Jérémy Boga, l'attaquant de l'Atalanta Bergame. C'est lui qui s'est signalé pendant cette première période avec sa force de pénétration pour essayer de pénétrer et apporter le danger. Mais c'est vrai que nous n'étions pas inquiétés par la Gambie et par la Zambie. On avait la possession. Mais au niveau des occasions, c'est le seul shoot cadré, la seule barre de Mas Gradel. C'est en deuxième mi-temps que cette équipe zambienne, sûrement lessivée, a lâché prise sur une action qui vient de ce corner rapidement exécuté. Mais une chose est sûre, c'est que la Zambie qu'on a connue, en phase de reconstruction, ce n'est pas la même Zambie. Il y a 2 joueurs seulement de très haut niveau qui sont dans cette équipe. Le capitaine Enoch Mwepu qui joue à Brighton et l'attaquant de Leicester qui a marqué le but, Patson Daka. Pour le reste, ce sont des jeunes joueurs. Ce n'est plus la Zambie de Suzu Stopila qu'on a connu avec Hervé Renard, d'Emmanuel Mayunka, de Christopher Katongo.
de renfort Kalaba qui joue au TP Mazembe comme milieu marathonien. C'est une jeune équipe avec un entraîneur croate, Alyosha Hasanovic, qui naît à une moyenne d'âge relativement faible. Donc je veux dire, on est tombé sur un adversaire prenable, mais le métier qu'on fait nous demande de ne pas juger un entraîneur sur un seul match. Vraiment, je pense qu'il faut être honnête et attendre de voir, parce qu'on ne pense pas qu'il ait la baguette magique en 4 jours pour fabriquer une équipe. On a eu la chance de gagner, mais il ne faut pas vite pavoiser. D'accord. Alors, Magloire Diop, on peut parler d'un bon début pour Jean-Luc Assé. Oui, on peut parler d'un bon début. L'équipe a réussi une victoire. Ça, c'est ce qu'on peut noter d'abord. C'est la chose la plus positive. Et puis, pour ce qui concerne l'entraîneur lui-même, il a essayé d'apporter un peu de nouveau au sein de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire en optant pour un 4-4-2. C'est lui seul qui connaît véritablement les raisons. Est-ce que, comme l'a dit Serge, c'était pour rester prudent et avoir la possession de balles, le contrôle de la partie? Est-ce que c'était pour cette raison? Ou bien c'était aussi pour prendre un risque, pour voir les deux armes offensives qu'il avait en main, pour voir dans quelle mesure ces deux attaquants-là, Christian Kwame et Sébastien Haller, pouvaient jouer ensemble. Donc il a essayé quelque chose, mais on avait la possession de balles en première période. On a eu une occasion franche, la balle qui recolle sur la barre transversale de Gradel, le tir de Gradel. Mais en dehors de ça, je pense quand même qu'on n'a pas été très dangereux. Au contraire, j'ai trouvé que dans cette première période, la Zambie m'a semblé avoir posé quelques problèmes à cette équipe de Côte d'Ivoire, notamment en fermant les couloirs. On a vu le travail remarquable de Fashion Sakala face à Serge Aurier, à qui il a créé beaucoup de misère. Et puis sur le côté droit de l'attaque zambienne, on avait Lamek Banda qui bloquait Ghislain Konan. Donc nos latéraux n'arrivaient pas du tout à mener le surnombre en attaque. Et donc ils coupaient l'équipe ivoirienne en deux. Et donc les Zambiens, je pense en première période, ils ont su jouer le coup. Et c'est tout logiquement qu'on part à la mi-temps sur le score de 0-0. En seconde période, les Zambiens, ils reviennent avec un peu prudent au début de la seconde période. Et puis à l'heure des jeux, ils accélèrent. Ah oui. Ils accélèrent. Là, ils ont pris la température de l'équipe ivoirienne. Ils ont vu les lacunes de ces 4-4-2. Ils se sont mis à accélérer. Et on s'en sort grâce à un exceptionnel Sangaré Badra Ali qui nous sort vraiment 3 balles chaudes. Et je pense que c'est là le tournant de la partie. Grâce à ces exploits du gardien de but ivoirien, l'équipe ivoirienne s'en sort. Et puis, l'entraîneur décide enfin de revenir aux fondamentaux de l'équipe. Il a voulu refaire l'eau chaude. Il a vu que ça ne marchait pas. Donc, il revient aux fondamentaux. Il opte pour un 4-3-3 en faisant rentrer Wilfried Zaha et Evra Kwasi sur le côté droit. Et puis, Wilfried Zaha sur le côté gauche. Il glisse Mas Gradel dans l'axe. Donc là, on se retrouve avec un véritable 4-3-3 que l'équipe maîtrise. Et donc, elle devient dangereuse. Et avec cette volonté de Wilfried Zaha de montrer des belles choses à ce formidable public de Yamoussoukro, on a vu le premier but venir. Et je pense aussi qu'à la mi-temps, en plus d'avoir pensé à changer le système, il a eu quand même à dire des mots. Parce qu'on a lui-même, il n'a pas eu de déchets. On a gâché beaucoup de balles arrêtées en première période. Et vous avez vu qu'en seconde période, nous avons essayé de varier la façon d'exploiter nos balles arrêtées. Et les 2 premiers buts sont venus de cette façon. Le coup franc qui était systématiquement tiré de façon directe par Mas Gradel. Là, il y a eu une décomposition. Et puis sur le deuxième but, là, on ne décompose pas, il tire directement. Et puis on a ce timing formidable de Christian Kwame. Et puis après, Sangaré Ibrahim scelle vraiment la belle prestation de l'équipe ivoirienne. Donc, je pense qu'on a vu les éléphants à plusieurs visages. On a vu un sélectionneur qui, tactiquement,
à tenter des choses. Donc, c'est encourageant. Malheureusement, quelques lacunes demeurent, telles que cette déconcentration légendaire en fin de match. On reviendra là-dessus. Et aussi, le jeu autour de Sébastien Haller qui n'a toujours pas... On reviendra sur ça. Alors, j'imagine, Kader Guilavogui, que vous n'êtes pas surpris de la prestation des éléphants. Ah non, vous posez cette question comme ça, ce serait prétentieux de ma part de dire que je ne suis pas surpris. C'est comme si je connaissais parfaitement cette équipe, puis son entraîneur, sur ce qu'il allait faire. Non, je ne vais pas verser dans la fanfaronnade. Je reste logique avec ce que j'ai dit au début. Un entraîneur a été nommé, un sélectionneur, mais il faut attendre de le juger sur ce qu'il va faire avec cette sélection. Et pour moi, c'est au mois de mars 2023 qu'on saura véritablement l'identité de jeu, le projet de jeu que Jean-Louis Gasset a pour cette équipe de Côte d'Ivoire. Voilà ce que je dis. Mais je suis heureux aujourd'hui d'entendre Serge dire qu'il faut attendre sur un match. Je suis heureux de le dire. Sinon, le mercredi, il y a 2 mercredis, c'est là, il était parti sur l'âge, il était parti sur la culture africaine. Bon, est-ce qu'on a pris Gasset? Ce sont des arguments sur lesquels on devait regarder. Non, c'est la compétence de l'entraîneur. Est-ce que c'est un entraîneur qui est capable de nous faire progresser dans le jeu? Oui. Est-ce que c'est un entraîneur qui est capable de faire progresser les joueurs individuellement? Oui. Est-ce que c'est un entraîneur qui est capable de nous faire progresser collectivement? Oui. Est-ce que c'est un entraîneur qui peut nous rendre une équipe compétitive? Oui, on l'a vu. On l'a vu sur le premier match. Aujourd'hui, je suis heureux qu'ils disent qu'il faut attendre que c'est un match. Mais je suis convaincu que si on avait perdu ce match, M. Dakouri ici aurait dit, ouais voilà, je l'avais dit, cet entraîneur-là est sexagénaire, il ne peut pas résister à un palu, il n'a pas la culture africaine. Aujourd'hui, on a gagné, on fait profil bas. Moi, je suis d'accord qu'il faut attendre mars. Parce que pour l'instant, c'est vrai, il y a quelques aspects positifs. Les changements, l'audace qu'il a eu avec ce 4-4-2, le 4-3-3 dans lequel il revient, les entrées de Wilfried Zaha et de Evra Crespo qui font de grandes différences. Mais je dis, c'est au mois de mars qu'on aura véritablement la vraie identité de jeu. On saura le projet de jeu de Jean-Louis Gasset. Mais pour l'instant, moi, je vais m'appesantir sur un aspect. C'est l'aspect psychologique de Jean-Louis Gasset. Et ça commence où? Ça commence d'abord au déjeuner. Partage de repas avec les joueurs. Quand il arrive, il y a une disposition qui est faite. Pour ceux qui ont l'habitude de côtoyer les éléphants, vous avez une table autour de laquelle les joueurs sont dressés. Et puis vous avez, un peu plus loin, eh bien, les membres du staff technique, c'est-à-dire l'entraîneur, ses adjoints. Quand il arrive, il voit tout ça, on lui explique. Il lui dit non, on a décidé d'être une famille, eh bien, on partage le repas ensemble. Donc il disperse ces différents adjoints entre les joueurs. Du coup, ben, ça réussit à détendre l'atmosphère. Les nouveaux venus qui étaient crispés commencent à se lâcher, ça commence à raconter des blagues, ça commence à rire, ça commence à danser. Eh bien, on voit que l'atmosphère est descendue. Deuxième fait, c'est la volonté de ne pas faire le trajet Abidjan-Yamoussoukro par avion, mais par bus. Pourquoi? Pour raffermir les liens entre les joueurs, justement. Parce qu'il ne connaît pas les joueurs. Et il a l'occasion, pendant ces 2h30 de trajet, eh bien, de connaître on ne peut mieux ses joueurs. Il va s'asseoir avec chaque joueur durant les 2h30, discuter avec eux. Il va entendre leurs ressentis, leurs frustrations, leur joie, leur peine, leur motivation, leur ambition pour cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et pendant ces 2h30 de trajet, il va commencer à connaître, je veux dire, la psychologie de ces joueurs. Il va aller même jusqu'à l'hôtel, parce que la discussion va se poursuivre jusqu'à l'hôtel, pour dire que Jean-Louis Gasset a commencé un travail. Et on le voit sur le terrain, c'est la titularisation de Christian Kwame, pour qui les 10 matchs précédents ne plaidaient aucunement en sa faveur. Mais il a su toucher quelque part le point sensible de ces garçons-là. Parce que quand on voit le match qu'il fait, c'est un autre Christian Kwame qu'on voit. On l'a vu à la peine sur les matchs qu'il a joué précédemment. Mais là, c'est un joueur qui a joué 90 minutes, mais qui a été à la bourre, qui a été dans la récupération, qui a été dans les appels de balles, qui a été dans la déstabilisation, qui est revenu en 4-5-1, là où on parle de 4-4-2, qui est revenu participer à l'effort défensif. On a vu un joueur qui était transcendé et qui a fini, qui a été récompensé logiquement parce qu'il a marqué. Mais il y a aussi le ressenti de l'entraîneur. Parce que entre Haller et Christian Kwame, faire un choix comme celui-là, eh bien, je ne sais pas si c'est le ressenti de l'entraîneur ou c'est parce que scientifiquement, il a su que Haller, depuis qu'il a arrêté le championnat, eh bien, il s'est écoulé peut-être 3 semaines sans jouer, donc c'était difficile pour lui. Mais sur le ressenti, je pense qu'il a vu que sur la première période, eh bien, Christian Kwame avait été un des éléments les plus dangereux avec Gradel. Sur la première période, il a décidé de le maintenir et il a bien fait. Donc je vais m'arrêter pour l'instant là. Je ne vais pas rentrer dans les dispositions tactiques. J'ai dit, j'attends mars pour juger sur l'identité, sur le projet de jeu. Je serai le premier ici à le critiquer, mais pour l'instant, je dis
allons doucement. Parce que... Et puis, je voulais revenir sur les statistiques. Sur la première période, c'est... Sinon, juste rectifier. Vous laissez beaucoup de temps, M. Kader. Donc, vous m'avez interrompu, allez-y. Non, parce que ça fait beaucoup de temps quand même. Vous avez eu votre temps de parole. Quand vous prenez la parole, on ne vous a pas défini un temps, monsieur. Je veux dire... La même chose. Je veux dire non, parce que voilà. Je voulais juste revenir sur les statistiques. Je voulais juste revenir sur les statistiques pour dire qu'en première période, il y a eu quand même la frappe de Mas Gradel sur le poteau, mais également, il y a eu des frappes cadrées que le gardien a enlevées en corner. Il y a aussi la frappe de Ghislain Kona. Donc, c'est juste revenir sur les statistiques. Ça vous dit que sur le 4-4-2, c'est vrai, on n'a pas été efficace. Mais qu'est-ce qu'on recherche dans un système qu'on applique? La possession du ballon, le contrôle du match. On a été moins mis en danger défensivement. Je pense qu'on n'a pas été mal dans ce 4-4-2-là. Il a manqué peut-être le plus important, et ça, je suis d'accord avec vous. L'essentiel, c'est la finition. D'accord. Je suis d'accord. Allez-y. Alors, sur ce que Serge a dit, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui qu'il veuille minimiser la victoire des éléphants. Attention, la Gambie qu'on a vue, c'est une très bonne équipe. La Zambie. La Zambie qu'on a vue, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui a créé des problèmes, des difficultés aux Ivoiriens. Mais il ne faut pas donc minimiser cette victoire. L'entraîneur, en commençant les 45 premières minutes, parce qu'il vient de prendre l'équipe à main, a certainement voulu tester son équipe en possession de balles. On n'a vu à aucun moment un joueur se livrer à un jeu individuel. Ils ont toujours privilégié le collectif. Vous pouvez voir dans les premières minutes la balle qui amène une faute dans la surface de réparation où Mas Gradel est tiré par le maillot, il s'écroule et puis il y a coup franc. Il y a eu 2 minutes de possession de balle des Ivoiriens. 2 minutes. Et ça s'est achevé sur le côté droit, terminé par un coup franc. C'est ça aussi qu'il faut souligner. Après, les Ivoiriens, sur les 2 attaquants qui étaient en pointe, avaient pour rôle de couper la source de balle. Que le gardien ne fasse pas de passe à ses partenaires au pied. Amener le gardien à faire de longs dégagements. Et ça, on l'a vu toute la première mi-temps. Ça aussi, c'est une disposition tactique qu'il a essayé. Et ça a marché. L'objectif pour moi, ce n'était pas, je pense, ce n'était pas d'écraser tout de suite les Zambiens en première période. C'est de les voir, puisqu'il n'a jamais pour moi, il n'a jamais vu jouer la Zambie. Donc pour lui, c'est une façon de tester cette équipe, les emmener à courir derrière le ballon, et ça s'est très bien passé. Deuxièmement, dans ce 4-4-2 qui est placé comme ça, mais en période de récupération du ballon, les Ivoiriens se mettaient en 4-1-3-2 pour récupérer le ballon. 4 défenseurs, un milieu de terrain, Seri Jean-Michel, 2 milieux sortants qu'on a cités tout à l'heure, à la personne de Jérémy Boga et Mas Gradel, et puis les 2 attaquants de pointe. Voilà. Donc c'est un système qui a marché. Maintenant, il y a des lacunes, comme je l'ai dit. Il y a des lacunes en phase de récupération, en phase défensive. Et ça, il doit amener ses joueurs à être constants sur les joueurs démarqués, pas celui qui a le ballon, mais celui à qui on doit faire la passe. D'accord, monsieur. Et ça a très bien marché. D'accord, allez-y. Non, moi, ce que je voulais dire, qui est simple à comprendre, c'est que quand je suis constant sur ce que je dis, le monsieur n'a jamais entraîné en Afrique. Quand on l'a interrogé en conférence de presse, il a dit que comme il a interrogé des gens qui sont déjà passés en Afrique, ça veut dire quoi? Pourquoi prend-il des renseignements auprès d'Hervé Renard? Il a affirmé dans sa conférence de presse que j'ai appelé Hervé Renard pour avoir des renseignements sur le football africain, sur l'Afrique. Il a appelé Gérard Gilly, qui connaît. Il a vu le match d'après lui, France-Côte d'Ivoire. Quand je parle du football africain, en général, c'est pas demain la veille qu'une équipe africaine va gagner la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'à la Coupe du Monde, on reçoit les équipes européennes, les équipes argentines. Quand une équipe africaine gagne une Coupe européenne, c'est un exploit. Parce que le football africain est marqué par le manque de rigueur tactique, l'insouciance, souvent de bricolage, et dans la préparation et même dans les phases de jeu. C'est pourquoi, il y a longtemps, il y a un creuset. Au début, quand le Zaïre partait en Coupe du Monde en 1974, c'était 9-0, 14-0. L'écart s'est réduit, certes, mais quand on joue contre les équipes européennes, même si nous avons des professionnels, il y a ce relâchement coupable qui fait qu'à un moment donné, on appelle ça les lacunes africaines. Côte d'Ivoire, France, vous faites 1-1. À quelques minutes de la fin, un relâchement. Oh, vous êtes tous mais ça, on reviendra là-dessus. Non, je veux dire, c'est pour marquer un peu la donne africaine quand on joue au football. Le football européen est scientifique. Aujourd'hui, à la limite, il est plus ou moins déjà
lycée pour lycée. Quand nos équipes africaines viennent, même s'il y a des professionnels, il y a toujours un relâchement et un bricolage. C'est dû à nos gènes. On ne sait pas gérer les temps forts et les temps faibles. C'est là la différence entre le football africain et le football européen. Donc gagner une Coupe du Monde pour une équipe africaine, ce n'est pas demain la veille. Donc le relâchement est africain. Oui, mais je veux dire... Le relâchement est africain. Ça veut dire que c'est africain. Le relâchement est africain. On a assisté à des Coupes d'Europe ici. Vous sortez carrément du débat. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors tout doucement. Maintenant, quand tu me parles de l'entraîneur, l'entraîneur en question, il prend des renseignements comme il le dit. Pourquoi prend-il des renseignements sur le football étant universel? Il prend des renseignements avec des entraîneurs qui ont un passé africain. Hervé Renard a gagné une Coupe d'Afrique. Donc il prend les renseignements à Hervé Renard, il lui a dit en conférence de presse. Mais il aurait fait pareil ici. Attends, il aurait fait pareil. Parce qu'il ne connaît pas le continent. Oui, mais est-ce que c'est mauvais de demander? Mais je veux dire... Mais il aurait fait pareil s'il arrivait en Amérique du Sud. Mais oui, mais c'est pas une spécificité, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pierre Deschamps est arrivé ici, il n'avait jamais entraîné en Afrique, il a gagné. S'il te plaît. Quel renseignement pratique? Pourquoi c'est renseignement? Mais c'est pas ça Ce que je veux dire, le football africain n'est pas le même que le football africain. Il n'y a pas un seul football. Est-ce que c'est le débat? On y va avec vous. On va parler de... Tu as des lacunes. On va parler de Badra Ali. Tu as des lacunes. Allons-y. On a des lacunes. Sangaré Badra Ali a su profiter de l'opportunité qui lui a été offerte suite à la suspension de Sylvain Gbagbo. Il a fait une CAN somme toute satisfaisante. J'aurais pu dire une CAN réussie, n'eût été cette erreur grossière qui, quand même, je pense, peut s'expliquer par l'état catastrophique aussi de la pelouse du stade Japoma. Mais depuis cette CAN, je pense que le garçon, il a gagné vraiment en confiance. Et surtout, il bénéficie de la confiance de ses coéquipiers. Il a à son avantage son excellent jeu au pied. Son excellent jeu au pied qui nous facilite la tâche en phase défensive de mieux sortir les balles, contrairement à Sylvain Gbagbo. Son jeu au pied est meilleur à celui de Sylvain Gbagbo. Donc, on construit mieux dans la base arrière avec Badra Ali qu'avec Sylvain. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. On sent que ses coéquipiers sont un peu plus sereins quand ils construisent avec lui. Maintenant, on les sent vraiment aussi motivés avec tous ces arrêts qu'il a eu à faire. Il a donné de la voix. Bon, je pense qu'il est aujourd'hui dans la peau du numéro 1. Il est en train d'assumer son nouveau statut. J'espère qu'il va continuer de progresser pour faire ce type de match-là face plus tard à des grandes nations comme le Sénégal, parce que c'est ceux-là que nous visons quand nous allons jouer face à ceux-là, face à des grands attaquants comme Sadio Mané. On espère qu'il arrivera à nous sortir ce genre de prestations. Donc je pense qu'il a fait un match propre. Et si on gagne, pour moi, c'est grâce à lui qu'on gagne. C'est grâce à lui, ce n'est pas grâce à Gassé. C'est grâce à Sangaré Badra Ali. Ce sont ces arrêts-là qui nous permettent, et ce sont ces arrêts même qui réveillent le sélectionneur, qui se rend compte que, à force de vouloir contrôler la partie, il a failli se faire avoir. Je pense que Badra Ali mérite qu'on lui fasse confiance. On espère qu'il va continuer sur cette lancée. Jamais plaint, il ne se plaint jamais et il est toujours disponible. Quand on le voit sur les 5 tirs qui lui ont été adressés, mais de façon brutale, il a réussi à écarter tous ces tirs-là. Et ce garçon, vraiment, il a fait le match qu'il fallait faire. Quand on me dit que les Zambiens étaient venus en balade, voilà la preuve que les Zambiens en voulaient terriblement. Et Badra fait partie des 11 que le sélectionneur a mis là, à sélectionner, j'allais dire pour me répéter. Voilà comment il a sauvé l'équipe. C'est vrai, à des moments où les éléphants étaient un peu distraits parce que c'est leur péché, pensent que c'est arrivé, rien ne peut leur arriver, ils mènent 3-0, ils s'amusent et ils prennent un but. Mais Badara a été présent pendant les 90 minutes. Lui, il a été présent pendant les 90 minutes. Cela dit Sébastien Ognien, je répète depuis le début, il y a 15 jours, je le disais, que moi j'attends Gassé le jour où la CAF fera les poules pour dire la Côte d'Ivoire joue dans telle poule pour la CAN. Parce que
les matchs comme ça, où il n'y a pas grande importance, il n'y a pas grand enjeu, on connaît ces matchs-là. Nous, en 84, on a joué 70 matchs. On les a tous gagnés, y compris les tournois internationaux. Souvenez-vous de ce but de Mongaï Gueye François face au Togo. On a tous applaudi, on s'est dit, c'est fini, on va gagner la coupe. Et puis, patatras, après 2 matchs, la Côte d'Ivoire est éliminée. C'est ça qu'il faudrait éviter. Et c'est là qu'on attend Gassé. Il peut s'amuser à essayer tous les schémas tactiques. Tant que ça marche, tant que ça gagne, il n'y a pas de souci. Nous, on l'attend en juin prochain, en juin 2023. Donc voilà, il peut faire le tour. D'accord. Oui, monsieur Par rapport à Badra Ali, il faut noter une chose qui est très importante. Oui. C'est que les arrêts décisifs qu'il a fait, c'est avant que la Côte d'Ivoire ouvre le score. Remarquez, le premier but ivoirien est venu à la 67e minute. Il y a eu 5 minutes de folie zambienne entre la 50e et la 60e minute. La Côte d'Ivoire ne menait pas. Vous voyez les arrêts qui se font? On était à 0-0. Donc je veux dire que les 3 arrêts décisifs de Badra sauvent la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire marque après lui-même, Gassé, quand on l'a interrogé dans un journal de la place, il a noté, il a dit, les Zambiens ont eu 10 minutes de folie entre la 50e et la 60e. C'est là où Badra nous a sauvés des problèmes. Parce que si d'aventure, eh bien c'était le scénario inverse, on aurait pris 3 buts. Parce que les 3 occasions sont venues en moins de 10 minutes, si vous remarquez bien. Et avant cela, on était à 0-0. On ne menait pas. Donc les 3 occasions zambiennes sont venues à la 50e, 52e, Patson Dakar et Nokmoku, où ils sauvent la Côte d'Ivoire. Le premier but ivoirien est venu à la 67e, le deuxième à la 76e et le troisième à la 88e. Donc je veux dire, il y a eu ce flottement ivoirien. Entre la 50e et la 60e, n'eût été la maestria de Badra, on aurait encaissé 2 buts. Est-ce que la physionomie de ce match aurait été la même? Je ne sais pas. Mais Serge, je veux dire, dans un match, il y a des temps faibles, il y a des temps forts. Oui, je veux signaler cela. Je veux dire que, non, ça a noté que les 3 arrêts de Badra, comme il a dit, sont survenus au moment où la Côte d'Ivoire était à 0-0. D'accord. Donc, je veux dire que Badra, dans un grand jour, nous sauve d'un problème. Ça veut dire qu'en revenant des vestiaires, eh bien, on n'avait pas encore procédé au 4-3-3. Les 10 premières minutes, on était en danger. Et on a eu la chance d'avoir un gardien dans un grand jour qui nous enlève, beaucoup de beaucoup de soucis. Voilà. C'était à signaler. Voilà. Allez-y. Écoutez, l'histoire de Sangaré Badra est celle d'une longue traversée du désert qui a participé à forger son mental, son moral. Magloire rappelait les conditions dans lesquelles il est devenu numéro 1. Ce n'était pas évident, surtout à la veille d'une compétition comme la Coupe d'Afrique. Il ne s'y attendait pas forcément de cette façon-là, mais il a assumé son statut parce qu'il a fait une CAN plus que respectable. Et pour moi, il est dans la continuité de ce qu'il a accompli à la CAN au Cameroun. Mais après, ce que je note, c'est que vous ne pouvez pas prétendre être une grande équipe, aller à une compétition et puis ne pas avoir un gardien qui fait au moins 30 à 40% de votre potentialité. Ce n'est pas possible. On l'a vu, hein, la preuve. L'exemple le plus récent, c'est avec le Real Madrid, avec son gardien, Thibaut Courtois. On parle plus de la finale des 9 arrêts qu'il a fait, mais moins de son parcours de la Ligue des Champions. Parce que c'est lui qui maintient le Real en vie sur des matchs difficiles comme le PSG, contre Chelsea ou contre Manchester City. Et puis à ses arrêts en finale. Pour moi, une bonne équipe, c'est avant tout et d'abord un bon gardien. Et Badra est capable de nous sortir 3, 4, 5 arrêts sur un match. Pour moi, c'est important. Et il assume pleinement son statut. Magloire parlait justement et à juste titre d'ailleurs de sa qualité au jeu au pied qui amène beaucoup plus de sérénité, qui permet de relancer, de repartir de derrière. Mais il y a surtout Aimé qui revient, et c'est très juste de dire qu'il se couche très vite parce que ce n'est pas évident pour un gardien de sa trempe. Mais c'est surtout la sérénité qui dégage. On sent qu'il y a une confiance entre lui et ses défenseurs. On sent qu'il a pris la pleine mesure de la confiance, du talent de toute l'équipe. On sent aujourd'hui qu'il se sent investi d'une mission. Il y a peut-être ce front-là qui dégage, mais il est plus efficace que spectaculaire. On le voit sur ses arrêts-là décisifs. En 5 minutes, eh bien, il est bondissant, il est fort sur sa ligne de but. Pour moi, c'est un gardien qui va nous faire gagner des matchs. Alors, Magloire Diop, il y a le milieu de terrain sans caissier. Est-ce que ça a marché pour vous? Non, pour moi, sur ce match, j'ai vraiment compris que Franck Kessié, c'est le meilleur milieu de terrain ivoirien. Il est indispensable à cette équipe. Pour moi, c'est le véritable catalyseur de l'entre-jeu ivoirien. Nous avons de bons milieux de terrain, mais le meilleur, c'est Franck Kessié. C'est lui vraiment qui donne les tempos, c'est lui qui règne en maître dans ce milieu de terrain-là. Je ne dis pas que le milieu de terrain était mauvais face à la Zambie, mais avec ce que j'ai vu, j'estime que
Franck Kessié, moi, personnellement, j'ai senti son absence. Et puis, bon, le 4-4-2, avec la qualité des joueurs que nous avons, j'estime que ce n'est pas le système qui nous convient le mieux. C'est le meilleur système qui nous convient pour exploiter le potentiel que nous avons. Parce que nous avons de bons milieux de terrain. Bien qu'on n'ait pas un numéro 10 type. Nous avons de très bons milieux de terrain. Nous avons de bons attaquants extérieurs, des ailiers. Donc, quand on a ces armes-là, on ne peut pas aller dans un système qui ne leur permette pas de... D'abord, vous, en faisant un 4-4-2, vous grillez un milieu de terrain type. Et donc, vous mettez à contribution les attaquants extérieurs qui sont obligés de jouer. En fait, en quelque sorte, c'est 2 numéros 10. Mais le Real Galactique avait réussi à le faire parce qu'ils avaient des joueurs extraordinaires. Les joueurs qui mettaient sur le côté, c'était des numéros 10. Zidane, au Real, au temps des Galactiques, il jouait sur le côté. Mais c'était 2 numéros 10 qui jouaient sur le côté. Or là, dans notre équipe, amener Jérémy Boga, c'est vrai qu'il y a un profil de numéro 10. Et Mas Gradel, jouer comme 2 numéros 10, on réduit notre potentiel offensif. Et je pense que ça peut expliquer aussi des problèmes que nous avons eus en première période. Donc, pour moi, le meilleur système, 4-3-3, avec un Franck Kessié au top de sa forme, c'est une très belle Côte d'Ivoire que nous voyons. Et je voulais revenir un peu sur ce que Kader a dit pour le gardien de but. J'espère qu'enfin, lui-même, Sangaré Badra Ali, il va comprendre que sans lui au top, la Côte d'Ivoire ne gagnera rien. Si nous n'avons pas un Sangaré Badra Ali, grand gardien de but, qui puisse nous sortir ce genre de match à la CAN, on ne gagnera pas cette CAN. Il faut le dire. Alain aura beau marquer 1000 buts, si Sangaré Badra Ali est capable de nous sortir ce genre de match-là, on ne gagnera rien. Voilà pourquoi nous insistons sur ce poste spécifique de gardien de but. D'accord, le milieu. Oui, alors, sur ce problème de milieu de terrain, vous demandez si Kessié... Vous avez ressenti son absence? Non, du tout. Pas du tout. Non, du tout. Vous m'avez pas demandé. Pour une fois, j'ai vu un garçon comme Seri Michael très à l'aise. Un système de jeu ne vaut que par les joueurs qui l'animent. L'entraîneur a décidé de jouer en 4-4-2. Il a choisi les gens pour. Il a mis Seri, il a mis Sangaré. Sur les côtés, il a mis Gradel et Boga. Boga était légèrement insuffisant. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est un milieu de terrain qui a donné et qui a bouffé les Zambiens, qui a baladé les Zambiens pendant 90 minutes. C'est vrai qu'ils ont eu 10 minutes de folie, comme Serge le soulignait tout à l'heure. Mais ils n'ont pas été, dans les temps forts des Ivoiriens, les Ivoiriens ont marqué de leur présence. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est un milieu de terrain qui ne s'est pas plu dans des chevauchées individuelles. Et pourtant, ils en ont l'occasion. Mais quand ils ont le ballon, ils regardent à gauche, à droite, ils cherchent pour chercher la profondeur ou la largeur. Et ça, moi, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Donc, Kessié, pour moi, il n'était pas là, mais quelqu'un d'autre a assumé les responsabilités qui sont les siennes. C'est Dakouri. Eh bien, vous avez noté qu'en première mi-temps, on avait la possession. Kessié n'était pas là. En seconde mi-temps, on a eu 10 minutes de difficulté. Kessié n'était pas là. Après, on a marqué 3 buts. Donc, est-ce qu'on est dans la Kessié dépendance ou pas? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a des pièces de rechange. Et ceux qui ont joué ont sûrement beaucoup de mérite. On a vu un Seri Jean-Michel qui était au départ annoncé comme le successeur de Yaya Touré. Au départ, on voulait le faire jouer en numéro 10 derrière les attaquants. Aujourd'hui, on le met en sentinelle. Et il se retrouve assez bien dans ce poste-là. Donc, je veux dire, il se retrouve très bien le joueur de Fulham. Donc, je veux dire, le milieu de terrain a existé sans Kessié et pourra exister sans Kessié. Maintenant, on a des milieux de terrain qu'on doit courtiser. Et donc, je veux dire que ceux qui ont joué n'ont pas été ridicules. Donc, à la limite, on peut jouer avec eux. Mais je veux qu'on ajoute d'autres joueurs. D'accord. Voilà. Après, la question que moi je me pose depuis la fin de ce match-là, c'est est-ce que c'est l'absence de certains joueurs qui a poussé Gassé à recomposer l'équipe en 4-4-2 ou c'est une volonté pour lui d'essayer un schéma? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'avec Franck Kessié, on aurait joué en 4-4-2, se privant, comme Magloire l'a dit, d'un milieu de terrain de classe, de dimension internationale? La question reste posée. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que sur le 4-4-2, vous avez Seri et Sangaré, mais qui prennent moins de risques
offensif. Parce qu'ils sont là, devant la défense. Il a fallu qu'on passe en 4-3-3 pour voir Sangaré Ibrahim accompagner les actions et aller marquer un but. Là aussi, je vais dire, il y a un désavantage à jouer en 4-4-2 avec 2 bloqueurs. Parce que vous réduisez l'influence d'un joueur comme Sangaré qui plonge, qui attaque, qui va accompagner, qui peut même donner le dernier ballon, mais qui est plus ancré sur les tâches défensives. Après, ce n'est pas mauvais en soi. Mais je dis que tout dépendra de la stratégie que l'entraîneur veut mettre en place. Tout dépendra du système qu'il veut promouvoir. Que ce soit un 4-4-2 ou un 4-2-3-1, comme il a l'habitude de jouer à Montpellier, à Saint-Etienne ou à Caen, ou encore un 4-3-3 dans lequel on a l'habitude de jouer, si Gassé arrive à faire évoluer son équipe dans ces différents schémas-là, je crois que c'est tout bénéf pour la Côte d'Ivoire. Au moins, on ne sera pas bloqué quand on tombera sur un adversaire plus organisé, mais qui fermera nos couloirs. Maintenant, sur le 4-4-2, je vais dire, si on change les joueurs, à la place de Gradel, vous mettez Nicolas Pépé, et vous mettez Zaha à la place de Boga Jérémy, mais ça donne un autre 4-4-2. Vous n'aurez pas ce comportement-là. Voilà, avec des joueurs qui sont plus percutants sur les côtés. Parce qu'eux, ils sont habitués à aller dans la percussion, dans les duels en 1 contre 1. C'est là l'erreur. Non, je vais dire, non. Offensivement, c'est là l'erreur. Offensivement, je vais dire, offensivement, ça donne... Sangaré Ibrahim, Kader. Sangaré Ibrahim a fait beaucoup dans le dépassement des fonctions dans ce match. Il joue en box-to-box. Il a constamment appuyé sur l'attaque. Absolument. Voilà. Donc, non, ce que je veux dire. Juste une minute. Ajouter. On va écouter. Juste une minute. Allez-y. Oui, non, le 4-4-2 pour cette équipe, pour les joueurs que nous avons, autant d'Henri Michel, ils pouvaient se le permettre. Mais pourquoi vraiment, oui, mais parce que les joueurs que nous avons, si vous mettez Pépé à droite, lui, gaucher qui aime jouer à droite, et vous mettez Zaha, un faux pied, quoi. Droitier qui aime jouer à gauche, vous les mettez, vous vous privez de joueurs qui peuvent apporter en termes de défense. Et vous n'avez que deux milieux véritablement bloqueurs et deux véritables milieux de terrain. Quand on a joué le vendredi, le numéro 19 zambien, je crois, Prince Mwamba, lui seul, il a empêché, comment on appelle Serge Aurier? Non, Serge Jean-Michel de monter. C'est plutôt Sangaré Ibrahim qui a mûri, a véritablement mûri, qui a pu déjouer le pied zambien pour apporter le surplus en attaque. Encore que là, quand il montait, il trouvait Enoch Mwepu sur son chemin. C'est un schéma dangereux. Et quand les Zambiens ont pris, comment on appelle, la mesure de ce système-là, vous avez vu en seconde période, ils ont fait 5 minutes d'observation et puis ils ont commencé à accélérer. Non, 2 milieux de terrain, mais ils étaient à la rue. Ils étaient à la rue. Ils étaient à la rue. Oui, à la rue. Et les fameux alliés, on ne les voyait pas en défense. D'accord. C'est pour ça que c'est pas dangereux. On a bien vu Mas Gradel défendre. Après, c'est une disposition tactique, c'est une consigne tactique. 3-3. On est plus équilibré. Oui. Et puis, comme Kadel l'a dit à juste titre, si vous avez Franck Kessié et Seko Fofana qui reviennent dans cette équipe, et vous, avec Sangaré Ibrahim, avec Serge Jean-Michel, et vous vous mettez à jouer à un 4-4-2, moi je pense que vous mettez sur le terrain une équipe qui sera moins forte si elle est en 4-3-3, surtout que nous avons des flèches sur le D'accord. Voilà. Votre réaction 4-3-3, 4-4-2, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a un jeu harmonieux? Est-ce que les milieux de terrain apportent leur appui en attaque? Est-ce qu'ils donnent de bons ballons? Est-ce qu'ils distribuent le ballon dans le timing? C'est ça la différence dans les schémas tactiques. Je suis parfaitement d'accord avec Magloire, sauf que quand on a des joueurs comme Sangaré et Seri face à ces Zambiens, je le dis, dans un match, chaque équipe a son temps fort et a son temps faible. Temps faible. Et c'est sûr que pendant le temps faible des éléphants, les Zambiens ont récupéré le ballon. Mais est-ce que l'entraîneur a réagi? Question. Oui, l'entraîneur a réagi en faisant des remplacements. Quand il fait des remplacements, les Zambiens ne peuvent plus. Voilà. Mais moi, je n'aurais pas commencé ce match-là. Et il faut saluer l'entraîneur parce qu'il commence en 4-4-2. Pas prudent. C'est qui? Pas prudent. C'est un schéma prudent. Ça permet à l'heure de descendre un peu, de récupérer, de toucher à des ballons, pendant que Christian fait le travail dans l'axe. D'accord. Vous avez fini vos 1 minute là. Après, Sébastien, sur le 4-4-2, moi, ce que je dis, c'est que si vous changez les joueurs,
si vous mettez Zaha, si vous mettez Nicolas Pepe. Mais après, c'est dans la consigne tactique. Oui. Vous demandez à vos garçons, messieurs, c'est vrai que vous êtes en 4-4-2, votre rôle premier, c'est de percuter, mais vous me faites le repli défensif. Voilà. Ça, c'est la consigne tactique de l'entraîneur. Voilà. Le joueur ne peut pas se contenter du profil qu'il est pour dire non, écoutez, moi j'attaque, la récupération du ballon, c'est pas mon boulot. Non, c'est dans la consigne tactique. Vous insistez dessus, vous n'entrez pas dans ce schéma-là, messieurs, vous n'êtes pas aligné. Après, je préfère qu'on ait cette variété de schémas tactiques qui nous permet de déjouer des pièges. Mais je veux dire... Après, sur le 4-4-2, on n'a pas été mauvais. Si la barre de Basse-Alain Gradel avait fini au fond, on ne serait pas en train de discuter sur l'efficacité du 4-4-2. Si les deux frappes cadrées et de Ghislain Conan et de Mas Gradel étaient allés au fond, on ne serait pas en train de discuter sur le 4-4-2. Mais après, je suis d'accord avec vous que c'est l'efficacité qui fait toute la différence. Mais pour moi, Gasset est en train d'expérimenter des schémas tactiques pour voir le meilleur. Forcément, il y aura des variantes. Il y aura des 4-3-3, il y aura des 4-2-3-1 et on va voir une équipe. Parce qu'on a des joueurs de profil différents. On a un joueur comme Franck Kessié, capable de jouer le box-to-box, capable de jouer meneur de jeu, capable de jouer devant la défense. Siri Jean-Michel, il a cette qualité technique-là pour sortir les ballons proprement. On a Sangaré Ibrahim qui fait le flux et le reflux. Voilà. Pour moi, on a toutes les latitudes. C'est notre profil-là nous permet de jouer dans tous les sens. D'accord, oui, allez-y. Il y a une chose qui est sûre. Quand vous dites 4-3-3, 4-4-2, ce sont des schémas de jeu. Mais c'est l'animation qu'on en fait. Tout à fait. C'est pas figé. Quand vous dites 4-3-3, pendant 90 minutes, on ne va pas jouer. C'est l'animation qu'on va faire par rapport à l'explication de l'adversaire. Quand on dit les schémas, tous les coachs vous le disent, 4-3-3 ou 4-4-2, c'est l'animation qu'on fait dans ces schémas-là. Pourquoi on parle en défaveur du 4-4-2 avec les joueurs comme Zaha, comme Nicolas Pepe? La plupart du temps, même Gradel, ce sont des gens qui ne défendent pas à la perte du ballon. Pas Gradel. Attendez, je veux dire à la perte du ballon. Quand vous avez Pepe, quand vous avez Zaha, ils ne défendent pas à la perte du ballon. Or, le football dit qu'à la perte du ballon, tout le monde doit participer aux efforts défensifs. Et donc, c'est la consigne tactique. Mais je veux dire, alors, on a un problème avec nos joueurs de côté qui, dès qu'on perd le ballon, ne défendent pas avec le défenseur. Donc il faut qu'on insiste là-dessus. Il y a un fait quand même assez important parce que la Côte d'Ivoire organise la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Alors, ces faits-là, ça s'est passé à la fin du match. Je pense que nous aurons les images de cette fin de match. Alors, fin de match, la pelouse, ce n'est pas fait pour les supporters. Absolument. Il ne faut pas qu'on oublie que lorsque l'arbitre siffle la fin du match, attention, ça continue, les sanctions continuent toujours. Et ce sont des faits, malheureusement, qui se sont déroulés au stade de Yamoussoukro. À la fin du match. Attention, c'est nous qui organisons cette Coupe d'Afrique des Nations et on ne sait jamais d'où peut arriver le danger. Magoula Diop. Oui, Sébastien, c'est une question d'éducation. Nous devons apprendre à éduquer les supporters ivoiriens. Et vous faites bien de le souligner. C'est l'occasion pour nous de leur expliquer que le football a changé. Il ne se joue plus comme ça se joue au village, où au moins de dribbles, au moins de passements des jambes, les supporters se retrouvent sur l'aire de jeu. C'est fini cette époque-là, où pour un rien, parce qu'il est content, le supporter descend sur l'aire. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont sanctionnées. Ça m'étonnerait qu'on ne prenne pas une amende. Mais comme dans ces derniers temps, la CAF est très indulgente avec la Côte d'Ivoire, je pense que peut-être elle va laisser passer. Mais ça, elle ne laissera pas passer. Prochainement, donc, vraiment de grâce, que le public, tous ceux qui viennent au stade, comprennent qu'on n'entre plus sur l'aire de jeu. Chacun reste là où il doit être. La main courante, elle est faite pour des gens qui ont des accès. Même les joueurs ont des badges. C'est ça. Donc, de grâce, n'entrez plus dans la main courante, n'entrez plus sur l'aire de jeu. C'est le message qu'on doit donner. On n'est plus à l'ère du football de village. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du football moderne et la Côte d'Ivoire aspire à organiser une grande compétition comme la CAN 2023. De grâce, donnons l'image d'une nation qui est à la hauteur de ce stade-là ou bien de ces autres stades qui vont venir, qui sont aux standards internationaux. Sensibilisons le public sportif ivoirien. Tchétchémé. Oui, alors moi je souris un peu parce que même en Europe, où il y a les stadieuses, on voit ça, hein? On les voit, hein, les stadieuses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont au terrain qui ne regardent même pas le match. Oui, les stadiers, ouais. Ils sont là pour regarder le public et voir d'où peut venir le danger. Ou un éventuel supporter qui va courir pour faire les jeux de jambes au force de l'ordre pour entrer sur la pelouse. C'est pas une bonne chose, ça m'amuse un peu, c'est pas une bonne chose. Mais il faut discipliner nos frères.
il faut discipliner nos frères parce qu'on risque de prendre des amendes ou même des suspensions. Oui. Parce que si ça continue, la CAF va frapper dur. Et on le sait, il n'y a pas à faire de... c'est la règle, c'est la règle. Parce que s'ils laissent passer ça ici, ils seront obligés de laisser ça, passer ça ailleurs. Donc il faut éviter ce genre de choses. Mais c'est le moment de dire aux COCAN qu'ils ont beaucoup à faire. Absolument. Ce n'est pas que les beaux stades, mais il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. La sécurité dans le stade. La sécurité, ce n'est pas celui qui vient avec la bouteille, une bouteille, ou bien celui qui vient avec un marteau. Non, la sécurité, c'est celui qui peut enjamber la clôture pour entrer sur la pelouse. Tout ça, ils doivent en tenir compte, Sébastien Ougnain. Je crois que cet incident... Allez-y, monsieur Sentakouri. Je pense que c'est une faille dans le dispositif de sécurité lors de ce match Côte d'Ivoire-Zambie. La finale de la Ligue des Champions aussi, Real Madrid-Liverpool, au Stade de France, a été émaillée par des incidents. Ça arrive dans une organisation. Même en Europe, la dernière Ligue des Champions, la finale, on a vu des échauffourées, 30 000 billets certains qui n'ont pas eu accès. On a vu la police, il y a eu des failles dans l'organisation de cette finale de la Ligue des Champions européenne où le Real s'est imposé. Donc ça arrive. Mais je pense que la grosse curiosité, c'est que les populations de Yamoussoukro n'avaient jamais vu une équipe nationale en attraction. C'est la première fois dans le pays du Fouet-Boigny, dans le village du Fouet-Boigny, que la population a eu la chance de voir les éléphants. Quand vous regardez l'histoire du Côte d'Ivoire, on jouait à Bouaké, on jouait à Abidjan, mais jamais Yamoussoukro n'a eu la chance d'accueillir les éléphants. Donc ils étaient plus ou moins sous un peu cet effet de pouvoir toucher les joueurs et tout. Mais ça n'excuse pas l'envahissement du terrain. Après, il faut enlever, il ne faut pas leur faire de gros plans. Ça n'excuse pas l'envahissement du terrain. Il ne faut pas leur faire de gros plans à la télévision. Je pense que c'est un dispositif, c'est une faille dans le dispositif de sécurité. Il faut en tenir compte, comme l'a dit le COCAN. Ce n'est pas que de beaux stades, il faut le cordon de sécurité autour et que n'aient pas accès ceux qui n'ont pas accès. Donc je pense que c'est une mauvaise image, mais je pense qu'ils vont tirer les leçons de cela pour que, éventuellement, que ce soit à Korogo, à Bouaké, à Sampédou ou ces villes-là sont les villes hautes de la CAN, il y a un dispositif qui ne permet pas l'envahissement à la fin des matchs. Non, c'est... Après, moi, je pense... Attendez d'abord. Attendez d'abord, allez-y. Voilà. Après, je pense que c'est un incident qui est venu gâcher la fête. Parce que le public de Yamoussoukro, venu de Boisflé, de Bouaké, de Didier Vie, est venu nombreux pousser les éléphants à la victoire. Et c'est de bon augure. Je crois qu'on a assisté à une belle fête, mais cet incident est venu gâcher quelque peu cette ambiance. Je pense que c'est l'occasion de sensibiliser. Il faut sensibiliser. Il faut appeler les Ivoiriens à être beaucoup plus sages que ça. Ça, on va dire à quelque chose de malheureux. Bon, on l'a découvert sur ce match. Que serait-il arrivé si on était à la phase finale de la CAN? Ça aurait été une image honteuse pour la Côte d'Ivoire, tout simplement. Je pense qu'il faut sensibiliser. C'est vrai qu'il faut renforcer le dispositif, mais il faut d'abord sensibiliser. Sensibiliser, faire comprendre à ces supporters-là que même les journalistes, et Magua peut le témoigner, qui allons, je vais dire, suivre le dernier entraînement des éléphants. On n'a même pas autorisé à fouiller la pelouse, parce que la pelouse, elle est sacrée. Elle n'appartient qu'aux joueurs, que les joueurs et les arbitres. C'est eux qui sont autorisés à fouiller la pelouse. Donc imaginez un supporter qui quitte les gradins, qui brave les autorités, je vais dire les forces de l'ordre pour aller sur la pelouse à la rencontre des joueurs. On ne peut pas imaginer ce qui se serait passé s'il avait agressé un joueur zambien. On aurait peut-être perdu les 3 points. Là, peut-être qu'on est qualifié, mais je pense que c'est des choses qu'il faut aller à la sensibilisation. Il faut interpeller les uns et les autres pour dire que le spectacle se fait dans les gradins. Ils ont fait un formidable travail en poussant l'équipe de la Côte d'Ivoire à la victoire. Et je voulais saluer le public de Yamoussoukro qui, même à 0-0, a continué à pousser parce qu'ils sentaient que l'équipe était capable de faire de belles choses. Ils ont été magnifiquement récompensés par ce score. Mais attention à ces comportements-là qui sont à proscrire tout simplement. Alors, Magua Diop, vous avez occupé des postes qui peuvent vous amener donc, à revenir sur ces éléments de sensibilisation. Je pense que nous ne sommes pas très loin de cette Coupe d'Afrique des Nations. On n'a pas que le stade de Yamoussoukro. On a aussi le stade de Bimpé, le stade Félix Houphouët-Boigny. Mais il faut surtout parler du stade de Bouaké, de Korogo. Il faut que cette sensibilisation soit effective. Non, mais Yamoussoukro, on a déjà vu. Mais les autres, Bouaké, c'est pas trop, mais Korogo va accueillir aussi pour la première fois une Coupe d'Afrique des Nations. Donc je pense que c'est un élément assez important quand même. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Sébastien. Vous faites bien de soulever cet aspect des choses-là. Et c'est de la sensibilisation que nous sommes en train de faire. Et c'est la seule chose qu'on peut faire. On ne peut pas déplacer l'armée de Côte d'Ivoire dans ce stade-là quand même. On avait 15 000 spectateurs dans ce stade-là. On ne peut pas mettre un policier pour un spectateur. Ça ferait 15 000 policiers dans cette enceinte quand même. Quand la veille, nous sommes entrés dans ce stade et que nous avons
découvert véritablement de près ce stade, nous avons vu que c'est un stade aux standards internationaux, un stade moderne, parce qu'il répond à tous les critères de la FIFA. La FIFA dit que désormais, on ne met plus de grilles de sécurité autour des stades pour ne pas empêcher le public de pouvoir être évacué sur la pelouse en cas de problème dans les tribunes. On se souvient du drame de Ezel. Donc la FIFA a tiré, comment on appelle, les leçons de tous ces drames-là et pour donner des recommandations pour la construction des stades. Donc quand nous avons vu ça, il y a des gens parmi nous qui ont dit ça c'est sûr que demain, il y a des gens qui vont envahir ces stades. Et effectivement, ils ont envahi. Ce n'est pas un problème de faille dans le dispositif de sécurité. Non, je ne pense pas. Je pense que le dispositif de sécurité, il était bon. Mais les agents présents et même les stadiers présents ne pouvaient pas empêcher ce public-là de descendre. Non, ce n'est pas une faille, Serge. Ce n'est pas une faille. Mais on ne peut pas empêcher. C'est au public de savoir qu'on n'envahit pas l'air de jeu. Oui. Maintenant, dans un grand moment de victoire, bon, ça peut être toléré. On tolère ça généralement quand on gagne des... D'accord. Mais pour un premier match qu'on joue, le public donne ses... D'accord. Ce que tu dois comprendre, c'est que si le public décide d'envahir le terrain, même si vous avez... Non, mais non. Voilà. Ce que je veux dire... Alors, monsieur, une autre information. Ce que je veux dire... disons, une autre information. Disons tout simplement que la Côte d'Ivoire a eu donc... sinon, Jean-Louis Gasset a eu la chance donc de voir de près ses joueurs à travers donc ces deux matchs, Côte d'Ivoire-Zambie et puis les autres Côte d'Ivoire. Je pense que déjà on peut se faire une idée et que les jours à venir vont nous donner peut-être raison de penser que Jean-Louis Gasset mérite d'être soutenu. Bon, merci messieurs. On s'arrête ici pour ce numéro de troisième mi-temps que nous avons eu beaucoup de plaisir à présenter. Nous étions chez vous. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Merci à Ben Boka, Séraphin et à tous les techniciens. Au revoir et bonne suite de programme sur RTI2. Bonsoir.